Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grandes articulations de cette édition. La première dame du Rwanda est au Bénin depuis ce matin. Elle foule déjà le sol béninois en attendant l'arrivée du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. La première dame Jeannette Kagame a été accueillie à sa descente d'avion par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, puis par la première dame du Bénin, Claudine Talon. Les détails dans un instant. Et comme vous le savez déjà, la coopération entre le Bénin et le Rwanda s'est davantage renforcée ces dernières années dans plusieurs secteurs. Derrière cette visite d'État de 72 heures du président Paul Kagame au Bénin se trouvent donc des enjeux de coopération dans maints domaines. Dans ce journal, nous allons suivre les analyses du professeur Mohamed Aboudou, enseignant du droit international humanitaire. Il scrutera avec nous les domaines dans lesquels le Rwanda est en avance et qui pourraient inspirer le Bénin. Nous parlerons également dans ce journal de la séance du renforcement des capacités des acteurs intervenant dans l'action de l'État en mer. Il s'agit notamment des agents de la police républicaine et de la douane qui bénéficient d'une formation en conduite nautique et en mécanique. La formation inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Agence belge de développement et le port de Cotonou a été lancée ce mercredi. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. La première dame du Rwanda est déjà à Cotonou. Elle a foulé le sol béninois dans la matinée de ce vendredi 14 avril 2023. Comme vous le verrez sur ces images, elle est au Bénin dans le cadre de la visite d'État de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. La première dame venue en éclaireur a été accueillie par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, puis par la première dame du Bénin, Claudine Talon. Le président Paul Kagame est donc attendu au Bénin pour une visite d'État de 3 jours. Mais qui est réellement cet invité spécial du président Patrice Talon? Nous allons le découvrir dans ce récit que nous propose William Cliquant. Paul Kagame est président de la République du Rwanda depuis avril 2000. Il a été réélu en 2003, 2010 et 2017. L'homme d'État rwandais a présidé l'Union africaine de janvier 2018 à février 2019. Son entrée sur la scène internationale au début des années 90 se remarque avec son activisme au Front patriotique rwandais. Beaucoup d'observateurs accordent à Kagame le mérite d'avoir apporté la stabilité et la croissance économique à ce pays dévasté par le génocide de 1994. L'efficacité de la lutte contre la corruption dans son pays, y compris contre ses proches, est reconnue à l'international. En revanche, les organisations internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International critiquent avec insistance ce qu'elles appellent des manquements au respect des droits de l'homme sous sa gouvernance. La liberté de presse et le climat politique en périodes électorales sont les plus pointés. Dans l'actualité sur le continent, des tensions s'accroissent entre Paul Kagame et son homologue congolais qui dit être confronté à une agression du Rwanda agissant sous couvert du groupe rebelle M23 au Congo. Les relations diplomatiques entre ce pays d'Afrique centrale et le Bénin sont au beau fixe depuis l'accession au pouvoir de Patrice Talon. Le président de la République était en visite officielle au Rwanda les 29 et 30 août 2016, assorti de signature d'accords bilatéraux. Un de ses premiers voyages d'État d'ailleurs. Le 2 février 2017, Louise Mushikiwabo, actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ministre des Affaires étrangères rwandaise d'alors, était à Cotonou avec une forte délégation. Récemment au sommet États-Unis-Afrique en décembre 2022, les chefs d'État béninois et rwandais ont partagé un moment d'échange. Plusieurs Rwandais exercent des fonctions ici au Bénin, comme c'est le cas des actuels directeurs généraux de l'ANAT et de l'ANIP, preuve que les liens qu'entretiennent les présidents Patrice Talon et Paul Kagame vont bien au-delà de leurs deux personnes. Ces options prises ces dernières semaines par le numéro 1 béninois sont vertement critiquées par nombre de personnes. Elles se posent des questions sur ce recours aux ressources humaines rwandaises pour occuper de si hautes fonctions dans l'administration publique béninoise. J'ai hâte de vous voir au Bénin. Pour que le peuple béninois puisse vous témoigner sa reconnaissance et son admiration. Et justement, au cours de son séjour au Bénin, le chef de l'État rwandais sera reçu dans la matinée du samedi 15 avril 2023 au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon,
pour un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Ensuite, les deux chefs d'État animeront conjointement un point de presse. Au menu de cette visite et surtout les discussions entre les deux États figurent en bonne posture les questions de promotion des investissements et des échanges d'expertise, la promotion du tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, sans oublier le transport aérien entre Kigali et Cotonou. Dans la suite du programme, le président Paul Kagame se rendra à l'agence de développement de Semé-City, la cité internationale de l'innovation et du savoir, où il est prévu une rencontre d'échange avec des jeunes entrepreneurs, des étudiants et des start-up. Et pour finir, le couple présidentiel rwandais bouclera son séjour au Bénin par des visites guidées de la place de l'Amazone et du monument aux dévoués érigé dans le jardin de Mathieu. Et comme vous le savez déjà, la coopération entre le Bénin et le Rwanda s'est davantage renforcée ces dernières années dans plusieurs secteurs. Derrière cette visite d'État de 112 heures se trouvent donc des enjeux de coopération dans maints domaines. Le professeur Mohamed Aboudou, enseignant de droit international humanitaire, scrute avec Canal 3 Bénin les domaines dans lesquels le Rwanda est en avance et qui pourrait inspirer le Bénin. Nous allons suivre. Il y a tout à y tirer. D'abord du point de vue, si vous voulez, des TIC, des TIC, puisque c'est ça que moi j'avais conduit un thème de mission quand j'étais directeur général de la réforme de l'État au Bénin. J'ai fait 3 missions et c'est là où j'ai appris énormément de choses. Et aujourd'hui même, vous verrez que si le Bénin avance en termes donc de technologie, de la télécommunication et de l'information, c'est parce que nous regardons beaucoup du côté du Rwanda. Je pense qu'ils ont déjà réglé ce problème depuis très très longtemps. Dans le domaine des start-up, par exemple, le Rwanda est en avance. Le Rwanda a créé d'énormes, de très bonnes conditions à la jeunesse rwandaise qui est vraiment au top des start-up. Là-bas, ils ont mis une sorte de Silicon Valley qu'ils ont créé. Et vous voyez, quand vous y allez, vous voyez de jeunes enfants, qui créent énormément de choses, et qui sont de véritables entrepreneurs. Moi, j'ai vu un jour un garçon de la classe de CM2 qui était chef d'entreprise, qui inventait, qui créait des choses et qui dirigeait même de grandes personnes qui le respectaient. C'est extraordinaire. Économiquement, ils sont très, très avancés. C'est vrai que, disons, en termes de ressources, le Rwanda, du point de vue géologique, n'est pas tout à fait gâté, mais ils ont le savoir-faire dans certaines matières. Par exemple, dans le domaine, disons, de la production laitière, ils sont très, très en avance. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des grands pays de production laitière, comme par exemple la Suisse, les Pays-Bas et tout ça. Notre Pays-Bas, notre Suisse, en termes de production laitière, aujourd'hui en Afrique, c'est le Rwanda. Vous savez que le Rwanda, aujourd'hui, est pionnier et en termes d'intégration, par exemple, de ce qu'on va appeler des femmes dans l'économie du Rwanda. Tout a été fait pour faciliter la vie aux femmes, surtout aux femmes qui allaitent, donc des femmes qui ont des enfants à la maison. Je pense que le gouvernement rwandais leur a créé un cadre propice pour éviter les désagréments, par exemple, qui encombrent le fait de venir au travail la journée, de retourner difficilement, comme on le voit chez nous ici, entre Abomey, Calavi et Cotonou. Non, je pense que là-bas, on peut aussi... Le télétravail est très, très développé. Très, très développé, et ça fonctionne très bien. C'est dû au fait qu'au Rwanda, l'administration est une administration de résultats et non une administration de carrière. C'est la grande différence. Là-bas, vous produisez et c'est en fonction donc de vos résultats que vous êtes avancé. Évidemment, ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous faites carrière. Vous êtes assis, que vous produisez ou pas, vous avancez la carrière. C'est différent. Je pense que le Rwanda est passé par là aussi quand il était donc sous le coup de la France. Vous comprenez? Je pense que tout ça a été un peu corrigé. Et j'ai remarqué aussi que ce qui fait, disons, la force du Rwanda, c'est ce que nous avons un peu négligé ici, nos langues locales. Au Rwanda, je pense que la langue qui constitue le moteur de l'économie, c'est le kirwandais, leur langue à eux.
Et comme vous le savez aussi, plusieurs Rwandais exercent des fonctions ici au Bénin, comme c'est le cas des actuels directeurs généraux de la NAT et de la NIP. La preuve que les liens qu'entretiennent les présidents Patrice Talon et Paul Kagame vont au-delà de leurs deux personnes. Toutefois, ces options prises ces dernières semaines par le numéro 1 béninois sont vertement critiquées par nombre de personnes. Le Bénin serait-il sous influence rwandaise? Nous avons posé la question au professeur Mohamed Aboudou, enseignant du droit international humanitaire. Voici sa réponse. Non, moi je pense que on ne peut pas parler d'une influence rwandaise. C'est une question de modèle. Je pense que le Rwanda constitue un modèle pour le Bénin. Alors pour qui connaît bien le Rwanda et voit à travers les réformes que nous entreprenons au Bénin, des répliques de ces réformes-là, à chaque niveau et à tous les niveaux. Vous voyez, si vous prenez par exemple la réforme au niveau de ce qu'on va appeler le leasing, c'est d'abord au Rwanda. Au Rwanda, le gouvernement rwandais n'a pas un parc automobile. Vous comprenez? C'est tellement bien réfléchi, c'est tellement bien fait que si vous faites une visite officielle au Rwanda, vous serez bien véhiculé, vous aurez tout ce que vous voulez, mais ça n'appartient pas à l'État, ça appartient au privé. L'État fait des locations et les privés sont loués. Ça permet aussi de générer de l'emploi. Est-ce que vous comprenez? À tous les niveaux. Le privé est très important. C'est au Rwanda que moi j'ai appris, excusez-moi le terme, que le public est au service du privé. C'est au Rwanda qu'on m'a dit ça. Que le public doit tout faire, n'est-ce pas, pour séduire le privé. Il faut suivre mon regard. C'est très très important. Donc le public doit vraiment créer de bonnes conditions pour que le privé puisse créer la richesse. Parce qu'en réalité, si vous regardez bien, c'est le privé qui crée la richesse, ce n'est pas le public. Hein. Le public est consommateur de la richesse et le privé est producteur de la richesse. Et ce qu'ils ont fait, le Rwanda a pu faire, qui est vraiment merveilleux, c'est que le Rwanda a pu mettre au milieu donc de son développement économique le volet social. C'est très très important. Vous savez, par exemple, les handicapés au Rwanda sont intégrés systématiquement aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Il n'y a pas cette entreprise dans laquelle vous allez vous rendre sans voir donc des handicapés qui travaillent, qui génèrent aussi de la richesse comme tout le monde. Kagame a enrayé la corruption au Rwanda. C'est un concept, un mot qui n'existe même plus dans le langage rwandais, la corruption. C'est sincère ce que vous dites. Et parce que lui-même, il a pris le problème à bras le corps. Ils ont des émissions, le Rwanda D, des choses comme ça, où lui-même, il est sur les chaînes de télévision pour prendre les plaintes, n'est-ce pas, des citoyens qui ont fait l'objet d'une éventuelle corruption et de toute autre exaction. Et les problèmes sont réglés. Aujourd'hui, si vous parlez de la corruption au Rwanda, les gens, ils s'étonnent. Ils disent, mais vous parlez de quoi? Autre volet de l'actualité nationale, séance de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans l'action de l'État en mer. Il s'agit notamment des agents de la police républicaine et de la douane qui bénéficient d'une formation en conduite nautique et en mécanique. La formation inscrite dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'Agence belge de développement et le port de Cotonou a été lancée ce mercredi à la base navale de Cotonou en présence du préfet maritime. Reportage. Le Bénin, pays côtier, membre du Golfe de Guinée, n'est pas épargné par la criminalité maritime. Et pour mieux faire face à ce phénomène aux conséquences multiples, une formation démarre ce mercredi 12 avril 2023 au profit d'une vingtaine de fonctionnaires de la police républicaine et des douanes béninoises qui seront aux côtés de leurs frères d'armes des forces navales. La formation est assurée par le Centre d'instruction navale. Cette formation vise, dans un premier temps, à donner aux stagiaires en navigation les rudiments nécessaires au déploiement des vecteurs ou moyens flottants mis à la disposition de leur administration, les connaissances
sur la navigation côtière et hauturière et à leur enseigner le code maritime, le balisage et les règles d'abordage en mer. Et surtout, la maîtrise des manœuvres sur le plan d'eau. Il s'agira pendant 6 semaines de former ces acteurs en charge de l'exercice de l'état en mer, en navigation et mécanique. Cette formation vise à améliorer la sécurité et la sûreté sur les espaces maritimes, fleuves et lagunes du Bénin. L'initiative, qui est à sa première phase, est soutenue par l'Agence belge de développement à travers le programme d'appui au secteur portuaire Passeport. Le projet Passeport s'est investi depuis 2019 aux côtés de la marine béninoise et de la préfecture maritime à améliorer la capacité de celle-ci à surveiller la façade maritime et à améliorer ainsi la sûreté maritime. J'attends de vous, chers collègues stagiaires, abnégation, assiduité et surtout curiosité, tant le monde maritime est plein de mystères qu'il vous sera offert l'occasion de découvrir. Je nourris l'espoir qu'à l'issue de cette formation, d'une durée d'environ 6 semaines, nos collègues de la police républicaine et des douanes auront un peu plus mis le pied dans l'eau, prélude à une belle aventure vers le large, avec des connaissances de base solides en navigation maritime, en conduite nautique et en mécanique. La formation sera constituée à près de 80% de pratique avec plus de 200 unités. Au terme de ce rendez-vous de renforcement des capacités opérationnelles, les stagiaires seront en mesure de connaître les moteurs hors bord et d'en assurer la maintenance et la maîtrise des manœuvres et la navigation en toute quiétude. Parlons à présent de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité de pilotage du projet Défi Pro. Les membres de ce comité ont fait ce vendredi le point des réalisations des activités au titre de 2022, occasion pour eux de se projeter sur 2023 pour plus d'impact. Les travaux sont lancés à la tour administrative de Cotonou. Clément Tchadé. Ils se retrouvent pour la première fois en 2023 pour la tenue effective de la session ordinaire du comité de pilotage d'un vaste projet au profit de l'éducation et de l'emploi des jeunes. Il s'agit du projet de développement de l'enseignement technique de la formation et de l'insertion professionnelle Défi Pro. Occasion pour les membres du comité de se pencher sur les grandes orientations du projet conformément à son agenda. Au cours de la présente session du comité de pilotage, vous aurez à valider le rapport d'exécution technique et financière du projet au titre de l'année 2022. Amender et valider le projet du plan de travail annuel budgétisé, PTAB 2023. Amender et valider le plan de passation des marchés 2023. Je ne doute point que vos travaux permettront de consolider ces résultats cités pour atteindre les objectifs globalement fixés et permettre au gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, de repousser considérablement les frontières du chômage des jeunes afin de booster l'économie nationale, gage d'un développement global, harmonieux et durable au profit de la jeunesse. Après la présentation des fondamentaux du projet Défi Pro et celle des principales avancées depuis son démarrage, le coordonnateur a fait le bilan de l'exécution du plan de travail annuel à travers un rapport technique et financier de l'année 2022. Le projet Défi Pro est l'un des 26 projets du PAG pour le secteur de l'éducation. C'est un projet structuré autour de 3 composantes. Il y a la composante numéro 1 qui est la composante infrastructure. Et dans cette composante-là, nous devons réaliser la réhabilitation du lycée technique agricole d'Ina, c'est dans le département du Borgou. Ça a démarré. Il y a aussi la construction d'un lycée neuf de BTP et de conduite d'engins lourds dans l'arrondissement de Sodoromé, dans le département du Zou. Cette construction sera une réalité, va démarrer dans le deuxième semestre de l'année en cours. Sur la composante 2,
Et c'est l'amélioration et la pérennisation de la qualité de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Dans la composante 3, c'est le renforcement des dispositifs de pilotage et de gouvernance du sous-secteur de l'UFTP. Le projet Défi Pro occupe une place de choix dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Bénin. Les acteurs impliqués, notamment les membres du comité de pilotage, entendent impacter l'enseignement mais aussi la formation technique et professionnelle, sans oublier l'insertion des jeunes. Page média dans ce journal, une journée de formation à l'intention des responsables des organes de presse. C'est une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin dont l'objectif est d'outiller les patrons de presse sur les mesures de prévention contre les violences basées sur le genre dans les médias. Soutenu par plusieurs partenaires, l'atelier de formation s'est déroulé ce jeudi 13 avril à Cotonou. Reportage. Patrons ou représentants des organes de presse, ils sont venus de tous les départements du Bénin pour assister à cette rencontre. Dénommée atelier de formation des responsables des organes de presse sur les mesures de prévention contre les violences basées sur le genre dans les médias, cette activité est soutenue par plusieurs partenaires très engagés dans cette cause commune. Par cette initiative, l'UPMB entend veiller à la sécurité et la sûreté des femmes des médias dans les rédactions. Les abus sexuels et les viols sont des faits graves et impactent l'ensemble du parcours de vie. Ils englobent les souffrances physiques et mentales. Face à ce fléau, quelle pourrait être la partition des acteurs des médias en général et des patrons de presse en particulier? C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin ici pour trouver les voies et moyens, à défaut d'éradiquer ce fléau, tout au moins d'essayer de l'endiguer. Pour édifier davantage les participants sur le thème de la formation, le syndicat des professionnels des médias a fait appel à un juriste. Il était question pour Serge Prince Abodjan d'entretenir l'assistance sur le cadre légal de la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin. Quant à la seconde communication, elle a été conduite par François Aoudo. L'expert média, pour sa part, a outillé les participants sur les approches médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin, engagement et responsabilité des patrons de presse. Je suis convaincue qu'avec les différentes communications, nous aurons davantage d'informations, surtout avec la deuxième communication, parce qu'ensemble, nous allons nous entendre sur les approches à mettre en œuvre pour véritablement sécuriser notre cadre de travail, pour qu'il y ait une belle complicité active entre les hommes et les femmes, pour qu'on ne nous traite pas en griffe de femmes et qu'on considère que bon, les femmes là, voilà ce qu'elles doivent faire, voilà ce qu'elles ne doivent pas faire, mais qu'on considère les femmes comme étant des acteurs complets dans une rédaction. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, par ma voix, vous félicite et vous remercie pour cette initiative qui permettra de renforcer vos capacités en matière de communication, de savoir-être et sur les mesures préventives de lutte contre les violences basées sur le genre. Cet atelier de formation initié au profit des responsables de presse est l'une des séries d'actions prévues dans le cadre du projet Initiative Médias sans violence basée sur le genre de l'UPMB qu'accompagne l'ambassade des Pays-Bas. Consommation, commerce et culture en Afrique. C'est le thème d'un ouvrage référence en marketing. Il a été soumis hier à la critique des universitaires béninois. C'est à la faveur d'une cérémonie de présentation à laquelle étaient présentes plusieurs figures de l'enseignement et du marketing au Bénin. Nous allons suivre les détails avec Nagé Balabé. Quelles sont les pistes les plus prometteuses pour la recherche future dans le domaine du marketing et de la consommation? Je voudrais demander à ce niveau, quelle stratégie de marketing pourrait-on développer pour renforcer davantage l'analyse locale de l'économie? À ces interrogations succéderont une file qui ensuite ouvre matière à débat entre intellectuels autour d'une thématique simple, à savoir le marketing en Afrique. Et l'occasion, c'est cet ouvrage qui l'offre. Il s'intitule « Consommation, commerce et culture en Afrique » et porte la griffe non pas d'un auteur,
mais de 3. Louis César Ndion, Fatou Diopsal et Mbaye Fall Diallo. 3 intellectuels africains dont la science est établie et qui avaient en partage des objectifs précis. C'est très difficile d'écrire à plusieurs dans un ouvrage. Mais nous, on était vraiment animés par des objectifs. Le premier ouvrage a été publié en 1990 sur le marketing en Afrique et écrit par des Français, par des non-africains. Et on s'est dit que personne ne peut parler de l'Afrique mieux que les Africains. Et c'est pour cela qu'on a voulu écrire cet ouvrage et on espère bien que cet ouvrage aura une suite. Puisque jusqu'ici, on a des travaux qui ne sont pas forcément écrits par des Africains. Et l'idée, c'était donc d'avoir un ouvrage qui soit écrit par des Africains pour l'Afrique et pour parler en fait de ce qui se passe en Afrique, de parler de cette révolution-là, de donner des exemples, des bons exemples en fait d'entreprises qui font des choses et qui font bouger les lignes dans le continent africain, donner de l'espoir aux jeunes. Le travail à la caution des pairs, il a le mérite d'ouvrir ça et là le débat. À Cotonou, il sera soumis à la critique des universitaires, aussi bien du public que du privé. C'est de grosses factures, de grosses pointures du marketing en Afrique qui se sont réunis pour pouvoir pondre et produire cet ouvrage. Évidemment, le résultat ne peut qu'être que séduisant. La production, parce que le document que nous avons entre les mains, c'est une production, peut être déjà considéré comme une contribution des chercheurs africains au corpus, n'est-ce pas, de recherche au plan international. La faculté de sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi, hôte de la cérémonie, et le laboratoire de recherche circonstancielle, se réjouit du rôle qui a été le sien quant à la tenue de cette rencontre de partage et d'échange d'idées. À l'université, nous avons l'habitude de parler de production, c'est-à-dire une publication, quelle qu'elle soit, que ça soit un livre, que ça soit un article de recherche, c'est une production. Et toute production, du point de vue scientifique du terme, doit être soumise à la critique. C'est ça qui lui donne son caractère scientifique. Et donc voilà que des collègues sénégalais ont produit. Cette production-là, nous la soumettons à la critique donc, de notre corps enseignant et de nos étudiants. C'est ça l'exercice qui a consisté en des questions posées par nos étudiants. Un autre enjeu porté solidairement par les co-auteurs se lie à la perception endogène du marketing qui, au-delà de l'idée de vendre à tout prix, est un véritable élément de développement économique. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.